Avant de commencer cette histoire incroyable, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être averti de la publication de nouvelles histoires. Profitecen. C'était un de ces matins à Lagos où tout semblait s'emballer. Les gens criaient, les voitures klaxonnaient comme si elles avaient une rancœur personnelle contre la paix, et l'air était empreint d'impatience. Adorora se faufila hors du danfo exigu où elle était entrée depuis Ojalegba. Son chemisier lui collait au dos à cause de la chaleur, et elle n'arrêtait pas d'ajuster la bandoulière de son sac, irritée. Ce n'était pas une bonne journée. Elle venait de rater un entretien d'embauche parce que son bus était tombé en panne sur Third Mainland. La femme qui lui avait promis de l'aider ne répondait plus à ses appels. Ses chaussures étaient poussiéreuses et son humeur encore plus mauvaise. Elle se tenait au bord de la route, près de CMS, scrutant la route des yeux à la recherche d'un taxi qui ne semblait pas prêt à se briser avant son arrivée. Son téléphone vibra, un autre SMS de son propriétaire. Le ton n'était pas amical. Adorora soupira et leva les yeux au moment où une Toyota Corolla blanche et impeccable s'arrêtait à côté d'elle. « Où vas-tu » demanda l'homme au volant d'un ton calme et posé. Il ne ressemblait pas aux conducteurs habituels qu'elle avait croisés toute la matinée. Pas de musique forte, pas de chewing-gum, pas d'attitude. Il portait une casquette sombre, une chemise retroussée aux manches, et ses mains reposaient doucement sur le volant, comme s'il n'avait rien à prouver. « L'équiphasin » répondit-elle sans grand intérêt. Elle était trop fatiguée pour analyser quoi que ce soit. « Monte » dit-il. Elle hésita une seconde, mais monta. L'air dans la voiture était frais et rafraîchissant. C'était comme sortir du chaos pour entrer dans un petit havre de paix. Le chauffeur ne dit pas grand-chose. Son regard était fixé sur la route, calme mais perçant, comme s'il prêtait attention à autre chose qu'à la circulation. Adorora se pencha en arrière et regarda par la fenêtre, l'esprit en proie à l'inquiétude. Elle n'avait que 2 semaines pour trouver un emploi ou retourner à Inugu. Lagos n'avait pas été vraiment clémente, et aujourd'hui, tout était scellé. « Tu vas bien » demanda-t-il sans la regarder. Adorora se tourna vers lui, surprise. « Je vais bien » répondit-elle trop vite. Il hocha légèrement la tête. « On dirait que tu as eu une matinée difficile. » Elle aurait voulu ricaner, mais ne l'a pas fait. « Tu n'as pas idée » a-t-elle marmonné. Pour une raison inconnue, elle se surprit à parler. Ce n'était pas son genre, mais sa façon de poser la question ne laissait pas transparaître de la pitié. Elle lui raconta le travail qu'elle avait manqué, la façon dont sa soi-disant tante l'avait ignorée et comment il ne lui restait plus que 5000 néras. Elle ne réalisa même pas tout ce qu'elle avait dit jusqu'à ce que le silence revienne. « Je suis désolée » dit-elle, gênée. « Pas besoin » répondit-il. « Lagos peut être méchant, mais tu t'en sortiras. » Elle le regarda alors avec attention. Il avait un visage calme, pas doux, mais gentil. Sa mâchoire était nette et sa peau claire, ce qui n'était pas habituel chez les conducteurs. Mais elle n'y prêta pas attention. Peut-être était-il simplement différent. Ils arrivèrent à l'Eki. Elle ouvrit lentement son sac. « Combien coûte la course » L'homme ne répondit pas immédiatement. Puis il dit « Rien ». Adorora cligna des yeux. « Que veux-tu dire » Il lui jeta un bref coup d'œil. « Tu as déjà payé plus que suffisamment aujourd'hui. » Elle était confuse. « Je ne comprends pas. » Il sourit légèrement, tourna le volant et remit la voiture dans la circulation. « Prends soin de toi, Adorora. » Son cœur s'arrêta. « Attendez, je ne vous ai pas dit mon nom. » Mais la voiture s'engageait déjà sur la route, s'éloignant comme si de rien n'était. Elle resta figée. Elle avait son téléphone à la main, mais elle n'appela personne. Elle regarda simplement la voiture disparaître. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Qui était-il? Elle repensa à tout ce qu'elle avait dit. Elle lui avait ouvert son cœur comme à un vieil ami. Pourquoi? Qui fait ça? Et comment connaissait-il son nom? Elle vérifia son sac 3 fois pour s'assurer qu'elle n'avait rien laissé tomber. Tout était intact. Elle parcourut son journal d'appels, essayant de voir si elle lui avait peut-être dit quelque chose pendant le trajet. Rien. Et pourtant, sa voix restait dans sa tête, calme et assurée. Les jours suivants, Adorora ne put s'empêcher de penser à lui. Elle se mit à inspecter chaque Toyota Corolla qu'elle croisait sur la route, espérant retrouver la même voiture,
le même homme. C'est devenu quelque chose qu'elle a fait sans s'en rendre compte. Mais rien ne s'est produit. Aucun signe de lui. Jusqu'à un après-midi pluvieux, 3 jours plus tard. Elle s'était présentée à un autre entretien sur l'île Victoria et avait été à nouveau refusée. Son parapluie s'était cassé, et elle se tenait à l'entrée d'un restaurant, trempée. Ses sandales s'écrasaient à chaque pas, et les gens la fixaient comme si sa souffrance était une mise en scène. Puis elle vit la voiture blanche s'arrêter à nouveau. Son cœur fit un bond. C'était lui. Il sortit cette fois, un parapluie à la main. « Besoin d'un chauffeur » demanda-t-il. Cette fois, Adorora n'hésita pas. Elle monta à bord. La pluie tombait en torrents épais et violents, de ceux qui obligeaient même les Lagosiens les plus endurcis à s'abriter. Les gens se pressaient devant les vitrines et sous les auvents, et les Okoda disparaissaient comme des fantômes. Adorora était de nouveau assise, raide, sur le siège passager de la voiture blanche, trempée jusqu'aux os, serrant son sac à main comme s'il pouvait la protéger de tout ce que la vie lui avait infligé. Elle essayait de ne pas trembler de froid, mais son corps refusait de coopérer. Il tendit une serviette propre derrière son siège, comme s'il avait anticipé la pluie. Elle la prit sans un mot, la pressant contre son visage et ses bras. La voiture sentait vaguement la chaleur, peut-être la cannelle, ou ce que le calme pourrait dégager s'il avait un parfum. Il conduisit en silence quelques minutes, la laissant se réchauffer. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle finalement, la voix encore tendue par le froid et la gêne. Il la regarda, un petit sourire aux lèvres. « Obina. » Elle soutint son regard un instant. Il y avait quelque chose de fixe dans ses yeux, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « J'ai envie de te remercier encore une fois, mais ce n'est pas suffisant. »« Ne t'inquiète pas, » dit Obina en tournant dans une rue adjacente à Adola-Odeku. « Pourquoi continues-tu à m'aider » Il ne répondit pas immédiatement, se contentant de ralentir dans un virage. « Certaines personnes croisent votre chemin, et vous vous sentez censé les aider. C'est tout. » Elle le fixa du regard. « Tu ne me connais même pas. » Il rit. « Pas encore. » Adora détourna le regard, essayant de ne rien laisser paraître sur son visage. Ses pensées se bousculaient, la voix de sa mère lui rappelant que rien à Lagos n'était jamais vraiment libre. Elle devait se montrer prudente. Et pourtant, elle était là, assise à côté d'un inconnu qui lui avait témoigné plus de gentillesse en 2 trajets que la plupart des gens durant tout son séjour à Lagos. « Où allons-nous » demanda-t-elle, soudain consciente qu'il n'en avait pas discuté. « Tu avais l'air d'avoir besoin d'un endroit pour respirer » dit-il en s'engageant dans une rue résidentielle tranquille. Il n'y avait pas le chaos du continent, pas de commerçants hurlants, pas de bus bruyants, juste des maisons tranquilles nichées derrière de hauts portails et des haies. « Je ne te ferai pas de mal, Adora » ajouta-t-il, comme s'il sentait sa tension. Il s'arrêta devant un petit café, de ceux dont on ignorait l'existence à moins qu'on ne vous le montre. Les lumières à l'intérieur brillaient doucement et la pluie faisait scintiller les vitres. « To his fame, Adora hesita. » « Oui, » admit elle. À l'intérieur du café, tout semblait irréel. L'endroit était chaleureux, avec une musique douce en fond sonore et une odeur de pain frais sortant du four. Il n'y avait que quelques personnes, 2 femmes riant à une table dans un coin, un homme tapant sur son ordinateur portable et un serveur qui semblait sincèrement heureux de les voir. Obina commanda pour eux 200 demandés. Elle était sur le point de se plaindre, mais changea d'avis quand le plat arriva. Du riz jollof chaud avec du poulet grillé et de la banane plantain, suivi d'un thé fumant aux senteurs de gingembre et de citronnelle. Elle n'avait rien mangé d'aussi bon depuis des semaines. Elle mangeait lentement, comme si elle craignait que ça disparaisse si elle cligne des yeux. « Tu habites dans le coin » demanda-t-elle entre 2 bouchées. « Non » dit Obina d'un ton détaché. « Je reste à proximité pour l'instant. » Ce n'est pas vraiment une réponse. Il haussa les épaules. « Peut-être que je ne suis pas encore prêt à donner grand-chose. » « Pourquoi » Il se pencha en arrière, son regard croisant le sien. « Parce que certaines choses s'apprennent mieux lentement. » Ils ont parlé pendant plus d'1 heure. Elle s'est surprise à rire de ses histoires, drôles, réfléchies, parfois un peu étranges. Il avait une façon de parler qui la captivait, non pas avec de grands mots, mais avec une douce assurance. Il lui demanda quels étaient ses rêves, et elle se surprit à en parler. Elle lui raconta qu'elle souhaitait créer sa propre marque de mode un jour. Comment, enfant,
Elle avait commencé à dessiner sous la table de sa mère, avec de vieux journaux. Voyant le temps passer, elle sursauta. « Je devrais y aller. »« Je t'emmène, » dit-il. « Non, ça va, je peux trouver mon chemin. »« Laisse-moi t'emmener, » répéta-t-il, plus fermement. Elle hocha la tête. Lorsqu'ils arrivèrent dans sa rue à Yaba, la pluie avait cessé et les flaques d'eau sur la route reflétaient la lumière des voitures qui passaient. Il se gara à quelques maisons de la sienne. « Merci, » dit-elle doucement. « Tu n'es pas obligé de me remercier sans cesse. Enfin, peut-être que j'en ai envie. » Il sourit et regarda par le pare-brise. « D'accord. » Elle ouvrit la portière et marqua une pause. « Est-ce que je te reverrai ? » « Peut-être, » dit-il, sans la regarder. « Si nos chemins se croisent à nouveau. » Elle n'apprécia pas cette réponse, mais elle n'insista pas. Elle sortit, ferma la porte et s'éloigna sans se retourner. Mais son cœur était lourd, comme si elle quittait quelque chose d'inachevé. Cette nuit-là, le sommeil ne fut pas facile. Elle n'arrêtait pas de tout repasser. Son nom, son visage, sa voix, sa façon d'écouter, les choses qu'il ne disait pas. Et tout cela n'avait aucun sens. Il avait l'air trop élégant pour être chauffeur de taxi. Ses mains ne semblaient pas celles de quelqu'un qui passait des heures au volant. Et ce café. Impossible qu'il soit tombé dessus par hasard. Le lendemain matin, elle retourna au même endroit où elle avait rencontré la première fois. Elle se tenait là, faisant semblant d'aller quelque part, espérant que la voiture blanche réapparaîtrait. Ce ne fut pas le cas. 2 jours passèrent. Toujours aucun signe. Le 3e jour, elle reçut un message. C'était un simple SMS d'un numéro inconnu. Sortes. Son cœur battait fort. Elle sortit, courant à moitié. Mais ce n'était pas une voiture qui attendait. C'était un coursier à vélo, tenant une petite boîte noire. « Pour Adorora », dit le type en vérifiant sa liste. Elle le prit, les mains tremblantes. En l'ouvrant, elle trouva un épais morceau de papier blanc plié, à l'intérieur duquel se trouvait un collier en or orné d'un minuscule pendentif en forme de machine à coudre. Le message disait « N'abandonnez pas vos rêves ». Pas encore. Oh. Pas de contact. Pas de numéro. Rien d'autre. Adorora serrait la boîte, immobile tandis que la moto s'éloignait en rugissant. Ses yeux se remplirent lentement, mais elle ne laissa pas couler les larmes. Pas ouvertement. Pas encore. Mais quelque chose en elle changea. Quelque chose de profond. Il n'était pas qu'un simple chauffeur. Et d'une certaine manière, il savait des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Elle devait découvrir qui était vraiment Obina. Adorora resta assise près de sa fenêtre pendant près d'1 heure après le départ du coursier, serrant le collier dans sa main comme s'il contenait la réponse à une énigme que seule sa vie pouvait lui poser. Le pendentif était léger et délicat, mais son poids était énorme. Une machine à coudre, comment Obina aurait-elle pu savoir? Elle n'avait évoqué ce rêve qu'une seule fois, dans ce café tranquille de l'île Victoria, et même là, ce n'était pas une conversation dont elle s'attendait à ce que quiconque se souvienne. Elle le portait. Non pas pour sa beauté, mais parce qu'elle avait le sentiment qu'elle devait le garder précieusement. Ce soir-là, elle retrouva son vieux carnet de croquis cachés sous une pile de CVS refusés et de lettres non ouvertes. Ses doigts retraçaient chaque modèle qu'elle avait dessiné des années auparavant dans le salon de sa mère. Les robes, les patrons, les tissus qu'elle imaginait pour des défilés où elle ne défilerait jamais. Les larmes coulèrent doucement cette fois, non pas de tristesse, mais parce qu'elle avait perdu confiance en elle depuis si longtemps. Elle ignorait à quel jeu jouait Obina, ni qui il était vraiment, mais quelque chose en lui réveillait en elle des choses qu'elle pensait que la gosse lui avait volées. L'espoir, le courage et cette soif absurde de rêver à nouveau. Le lendemain matin, elle se leva tôt et se rendit au café le plus proche avec Wi-Fi. Elle n'avait pas d'ordinateur portable, alors elle a emprunté celui d'une amie pour travailler sur un portfolio. Elle a scanné ses croquis, créé un dossier numérique et rédigé un court pitch expliquant qui elle était et quel type de marque de mode elle souhaitait créer. Elle ne savait pas qui le verrait ni jusqu'où il irait, mais c'était comme planter une graine. Pour la première fois depuis longtemps, Adorora avait l'impression de bouger à nouveau. Pourtant, Obina ne se montrait pas. 3 jours passèrent. Puis 4. Chaque soir, elle attendait près de sa place habituelle, espérant cette Toyota Corolla blanche, espérant quelque chose, n'importe quoi. Mais rien. Et la vie,
comme toujours, continuait. Elle avait besoin de manger. Elle avait besoin de payer son loyer. Elle avait besoin de travail. Ce week-end-là, une amie, Chika, lui a proposé un travail de traiteur de dernière minute pour un mariage à Aqua. Ce n'était pas glamour, mais c'était bien payé. Ada Aura accepta sans hésiter. Elle emprunta une jupe noire et un chemisier blanc, attacha ses cheveux en chignon et arriva en avance sur le lieu de la cérémonie. Le mariage était bruyant, riche et rempli de personnes qui respiraient l'assurance comme un parfum. Ada Aura allait de table en table, portant des boissons et souriant même si elle avait mal aux pieds. Elle tenait en équilibre un plateau de petites côtelettes quand quelqu'un l'appela. Ada Aura. Elle se retourna brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent. Debout, vêtue d'un tailleur impeccable, se tenait Obina. Mais ce n'était pas l'Obina qu'elle connaissait du siège conducteur. Cette Obina semblait avoir sa place ici, parmi les fauteuils dorés, le parfum de créateur, ce genre de rire qu'on éprouve en sachant son compte en banque bien rempli. « Obina » demanda-t-elle d'une voix hésitante. Il sourit doucement, les mains dans les poches. « Je ne m'attendais pas à te voir ici », dit-il d'une voix aussi calme que dans ses souvenirs. La gorge d'Ada ora s'asseca. Elle serra plus fort le plateau. « Et vous, qui êtes-vous » Il fit un signe de tête vers un groupe d'hommes plus âgés au coin du hall. « C'est le mariage de mon oncle. J'aide juste à coordonner quelques petites choses. » Elle cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. « Alors, tu n'es pas un conducteur. » Obina s'approcha, baissant la voix. « Je n'ai jamais dit que je l'étais. Tu m'as soulevé, 2 fois. »« Je l'ai fait, » dit-il, son regard croisant le sien. Son souffle s'accéléra. Le plateau commençait à trembler dans ses mains. « Je devrais retourner au travail, » dit-elle soudain, reculant avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Elle se glissa dans le local technique, le cœur battant. Qu'est-ce que c'était? Une blague? Un examen? Était-il un de ces hommes riches qui se trompaient pour le plaisir? Chika entra quelques instants plus tard et la saisit par le bras. « Mec, tu sais qui c'est? » Ada ora se ritorna. Qui? Cet homme à qui tu parlais. C'est Obina Hume, son père est propriétaire de Hume Holdings. Ils viennent d'ouvrir cet immense domaine à Lekki. L'homme ne se promène même pas avec des gardes du corps la plupart du temps. Certains disent qu'il essaie discrètement de créer sa propre entreprise loin de l'empire de son père. Ada Aura la fixait, l'esprit en ébullition. Plus tard dans la soirée, alors que la foule se raréfiait et que la musique s'atténuait, Obina la retrouva, cette fois dehors, près du parking. « Je te dois une explication, » dit-il. Elle croisa les bras. « Tu crois ?» Il la regarda, silencieux un instant. « Le jour où je suis venu te chercher, je sortais d'une réunion. J'étais frustré. J'en avais assez d'être regardé comme un portefeuille sur pattes. J'en avais assez que les gens prétendent me connaître juste parce qu'ils connaissaient mon nom de famille. Je voulais juste disparaître, alors j'ai fait un tour en voiture. Et puis je t'ai vu. Ada Aura n'a pas parlé. Tu t'en fichais de qui j'étais. Tu n'es pas venu chercher à m'impressionner. Tu étais honnête, brute. Tu ne t'es pas filtré. » Elle s'est moquée. « Parce que je pensais que tu étais chauffeur de taxi. »« Exactement, » dit-il en s'approchant. Et c'était la première fois depuis des mois que j'avais l'impression que quelqu'un me voyait, le vrai moi. Ada Aura secoua la tête, essayant de contenir sa colère. « C'est injuste. Tu m'as laissé parler, pleurer, te raconter des choses, et tu savais déjà que tu vivais dans un autre monde. Je n'ai jamais voulu mentir, dit-il doucement. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Et quand je t'ai revu sous la pluie, j'ai su que je voulais vraiment te connaître. » La voix d'Ada Aura se brisa. « Et maintenant, tu crois que tu peux juste débarquer avec des cadeaux et des mots mignons et t'attendre à ce que je quoi? Tombe amoureuse de toi? » Obina recula, les mains levées. « Non, je n'attends rien. Je veux juste une chance. Une vraie. » Elle le fixa longuement. Les lumières du couloir derrière eux se reflétaient sur sa peau, et pour la première fois, elle vit la tension dans ses épaules, l'air fatigué de ses yeux malgré son costume impeccable. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais ne me mens plus jamais. » Il hocha la tête. Elle ajouta en levant le menton, « La prochaine fois que tu veux faire la connaissance d'une fille, essaie la méthode habituelle. Dis-lui bonjour. »
Ne la traque pas avec des courses de taxi au hasard. Il rit, un rire grave qui lui allégea la poitrine. C'est normal. Alors qu'elle s'éloignait, il l'appela. Au fait, tu étais magnifique ce soir. Même avec le plateau. Elle ne se retourna pas, mais sourit. Cette nuit-là, allongée sur son lit, son collier toujours autour du cou, elle ignorait ce que c'était ni où cela allait mener. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que peut-être, son histoire ne finirait pas comme elle avait commencé. Et la gosse, avec tout son bruit et sa folie, lui parut soudain un peu plus supportable. La semaine qui suivit se déroula comme une tempête silencieuse dans la vie d'Adéora. Pas bruyante, mais pesante. C'était comme si chaque heure portait une question, chaque instant de silence devenait un miroir auquel elle ne pouvait échapper. Elle repensait sans cesse à cette nuit de mariage, au regard d'Obina, à ses paroles, au fait qu'ils s'étaient retrouvés dans deux mondes totalement différents, comme si de rien n'était. Un jour, elle le rencontra, un chauffeur discret au grand cœur. L'instant d'après, il traversait des couloirs dorés comme s'il y appartenait. Le plus étrange, il semblait appartenir aux deux. Adéora essayait de se plonger dans des choses normales. Elle a aidé Chika sur quelques missions de traiteur, a travaillé sur de nouveaux croquis et a même nettoyé la vieille machine à coudre de sa mère, qui traînait sous un tissu dans sa chambre depuis les années de pandémie. Elle essayait de faire comme si quelque chose d'étrange et de beau n'avait pas touché sa vie. Mais le collier était toujours accroché à sa poitrine. Un soir, alors que le soleil commençait à disparaître derrière les immeubles, son téléphone vibra. Pas de nom. Juste un message. « Puis-je te voir ?» Son cœur battait la chamade. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle fixait le message comme si c'était un devoir et qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à la réponse. Puis elle répondit. « Où ?» Un autre bourdonnement. Un endroit calme. « Habille-toi comme toi. Tu n'impressionneras personne. » Elle faillit lever les yeux au ciel. Typique d'Obina. 2 heures plus tard, elle se retrouvait assise sur le siège passager de la même voiture blanche. Ça sentait à nouveau cette odeur douce et chaude, réconfortante et un brin de curiosité. Il resta silencieux les premières minutes. Il conduisait, tout simplement. Adorora lui en était reconnaissante. Elle avait la tête trop pleine pour parler. Finalement, il s'arrêta près de la lagune de Lagos, quelque part dans la zone de l'Équiphasin, non loin d'une promenade tranquille que peu de gens connaissaient. L'eau clapotait doucement au bord du sentier, et le bruit était doux et régulier. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on allait pour prendre des selfies ou frimer. C'était l'endroit où l'on allait quand on avait besoin de calme. Ils sont sortis et ont marché en silence. Obina avait les mains dans les poches. Adorora gardait les bras croisés, non pas par froid, mais par habitude. Par défense. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Tu aurais pu parler à n'importe quelle fille. Tu vis dans un milieu où les femmes conduisent des Range Rover et portent des perruques qui coûtent une fortune, je n'en ai pas vu depuis 1 an. » Obina la regarda. « C'est exactement pour ça. Parce que je n'ai pas d'argent. »« Non, dit-il calmement, parce que tu ne portais pas de masque. » Adorora fronça les sourcils. « Tu n'as pas essayé d'être quelqu'un d'autre, » poursuivit-il. « Même dans les moments difficiles, tu gardais ta dignité. Tu ne faisais pas semblant de souffrir. Tu ne flirtais pas. Tu ne t'attendais à rien. » Elle a détourné le regard. « Je ne voulais juste pas être gêné. » Il sourit faiblement. « Pourtant, ça te rendait différent. » Ils marchèrent encore un peu. « Je construis quelque chose, » dit-il doucement, loin de l'empire de mon père. « Quelque chose qui m'appartient. » Qu'est-ce que c'est ? Une entreprise de logistique technologique. On teste des systèmes de livraison intelligents, des livreurs, des casiers automatisés, et éventuellement des livraisons par drone. Elle cligna des yeux. « Attends, tu es branché technologie ? » Il acquiesca. J'ai étudié l'ingénierie au Royaume-Uni. Je suis revenu. J'ai essayé de travailler avec mon père, mais son style, c'est du Lagos d'antan. La mienne est différente. Je veux démarrer une entreprise légère, discrète, mais intelligente. L'entreprise est désormais petite. Juste moi, 5 personnes et un bureau loué à Saouierlire. Adorora sourit légèrement. Et toi, tu es chauffeur au noir. J'avais besoin d'être invisible, de rencontrer de vraies personnes,
de comprendre à nouveau la ville. Mon équipe ne sait même pas que je l'ai fait. Elle se tourna vers lui, scrutant son visage. Pourquoi me racontes-tu tout ça? Il s'arrêta de marcher. Parce que je ne veux pas que tu aies l'impression que je me cache à nouveau. Il y eut un silence. Le seul bruit était le doux clapotis de l'eau et le bourdonnement lointain de la circulation. Obina, dit-elle lentement, ça ne peut pas être un conte de fées. Je ne suis pas une fille qu'on sauve avec un sourire et une voiture. J'ai un loyer à payer la semaine prochaine. Mon générateur est tombé en panne. Mes rêves. Il ne paie pas encore les factures. Je sais, dit-il. Et je n'essaie pas de te sauver. Alors, qu'est-ce que tu essaies de faire? Construire quelque chose avec toi. Lentement, honnêtement. Adorora le fixa du regard. Je ne te propose pas de raccourci, ajouta-t-il. Je t'offre de l'espace, de la place. Tu m'as dit vouloir créer une marque de mode. Et si tu avais un lieu de travail? Sans engagement. Juste un studio et ta liberté. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Alors tu veux me sponsoriser? Dit-il. Je veux investir dans quelqu'un en qui je crois. Mais seulement si tu me le permets. Elle n'a pas pu respirer une seconde. Obina, j'ai vu des gens se détruire mutuellement avec de l'argent. J'ai vu ce qui arrive quand un homme donne et qu'une femme doit. Il s'est rapproché. Tu ne me dois rien. Comment puis-je te faire confiance? Tu ne me dois rien, dit-il. Pas encore. Vous prenez votre temps. Vous testez. Vous fixez clairement vos limites. Je les suivrai. Elle scruta son visage à la recherche d'un mensonge. Mais elle ne vit que de la fermeté. Pas de romance. Pas de pression. Juste de la présence. Et pour une raison inconnue, cela l'effrayait plus que l'amour. Ce soir-là, il la raccompagna chez elle. Alors qu'elle sortait de la voiture, il lui tendit un petit dossier. « Qu'est-ce que c'est? » « Juste une idée, dit-il. Regarde ça. Sans pression. » À l'intérieur se trouvaient les plans d'un petit studio de 2 pièces à Yaba, non loin de chez elle. L'une des pièces était intitulée « Espace Design », l'autre « Salle de couture ». Loyer payé en totalité depuis 1 an. Bail à son nom. Une note attachée avec un trombone disait « Si cela vous met mal à l'aise, je comprends. Si ça vous fait encore rêver, je suis là. » Pas de signature. Pas de manipulation. Un choix s'imposait. Adorora resta longtemps près du portail après son départ. Les papiers tremblaient dans ses mains, mais pas de peur. De quelque chose de plus profond. Quelque chose comme la liberté. 3 jours passèrent. Elle ne lui a pas envoyé de message. Il ne l'a pas appelé. Le 4e jour, elle a apporté un vélo à l'adresse indiquée sur le contrat de location. Le silence régnait dans l'enceinte. Le portier haussa à peine un sourcil lorsqu'elle se présenta. La clé attendait à l'intérieur de la porte, accrochée à un crochet, avec une étiquette indiquant « Créer quelque chose ». La pièce sentait la peinture et le potentiel. Il y avait une longue table en bois, des étagères attendant d'y ranger du tissu, des prises électriques partout. Un miroir était adossé au mur, assez haut pour accueillir des mannequins. Il y avait des épingles, un mètre ruban, et même 3 mannequins emballés dans du plastique. Adorora se tenait au centre de la pièce, les yeux écarquillés, le cœur rempli. Elle ne savait pas vraiment dans quoi elle venait de mettre les pieds. Mais une chose était claire, Obina n'était pas entré dans sa vie pour l'impressionner. Il était venu la défier. Et, sans même prononcer un mot, il avait allumé en elle quelque chose que la gosse avait failli éteindre. C'était à son tour de décider ce qu'elle allait en faire. Adorora n'ouvrit plus la porte du studio pendant 2 jours. Elle gardait la clé près de son lit, la touchant chaque matin comme pour vérifier si elle était authentique. Cela la terrifiait. Non pas l'espace, mais ce qu'il représentait. Pendant si longtemps, elle avait imputé à la gosse, à la vie, à l'économie, et même au décès de sa mère, l'échec de son rêve. Mais maintenant, devant elle, se tenait une chance. Réelle. Concrète. La sienne. Plus d'excuses. Personne à blâmer en cas d'échec. Le 3e jour, elle prit son carnet de croquis et s'y rendit. Seule. Silencieusement. Le portier lui fit signe d'entrer comme si elle vivait là depuis toujours. Elle entra,
verrouilla la porte et s'assit au milieu de la pièce. Pendant 3 heures, elle resta assise, comme ça, aujourd'hui. Puis elle se leva. Elle prit une craie. Elle dessina un grand cercle sur le mur et écrivit en lettres grasses « Commencez ici ». Ce n'était pas pour décorer. C'était une promesse. La semaine suivante fut chaotique. Le bon genre. Adorora sollicitait toutes les faveurs possibles. De vieux amis qui lui devaient encore des chutes de tissu. Un tailleur chez qui elle avait fait ses classes et qui était prêt à lui prêter sa machine à boutonnière pendant un temps. Un cousin qui connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider à enregistrer officiellement une petite marque. Elle n'avait pas d'argent pour tout, mais les pièces du puzzle se mettaient en place, lentement, obstinément. Obina n'est pas venu. Il n'a pas appelé. Et elle ne lui a pas envoyé de message non plus. C'était comme un accord tacite, ils savaient tous les deux que ce rôle lui appartenait. Aucune interférence. Mais chaque fois qu'elle se heurtait à un mur, une petite partie d'elle se souvenait de ses paroles. Tu ne me devras rien. Il y avait de la force dans tout cela. Pas seulement dans les mots, mais dans le fait qu'il ne l'avait pas harcelée, ne lui avait pas rappelé, n'avait pas tenté de s'immiscer dans sa vie quotidienne. Cela lui laissait l'espace nécessaire pour reprendre confiance en elle. Elle a travaillé jusqu'à en avoir mal aux doigts. Elle a conçu 2 robes, puis 4, puis 10. Elle a pris des photos, a utilisé Chica comme modèle, les a retouchées sur son ordinateur portable emprunté et les a postées discrètement sur les réseaux sociaux sous le nom d'Eda by Design. 3 mentions « j'aime ». 5 likes. Un commentaire « sympa ». Elle n'a pas arrêté. Puis, un soir, en rentrant du studio, elle vit quelque chose qui la figea. Son propriétaire l'attendait devant sa porte. « Eda Aura, une grande je sais, je vais vous mentir », dit-il en se frottant la nuque. Si tu as l'argent ce week-end, je vais donner la place à quelqu'un qui touchera des intérêts. Ne le fais pas. Elle espérait avoir du temps. 1 semaine peut-être. Mais l'espoir ne nourrit pas les propriétaires. Elle hocha la tête. Donne-moi jusqu'à dimanche. Dimanche dernier, dit-il, le regard fixé. Sans inquiétude. Cette nuit-là, elle était allongée sur son lit, les yeux grands ouverts. Elle avait à peine de quoi payer la moitié du loyer. Les concerts se raréfiaient. Et si elle perdait son appartement, elle n'aurait nulle part où aller. La maison de sa tante était déjà pleine. Sa sœur a inauguré. Aucune chance. Elle fixa le plafond, les doigts agrippés à son oreiller comme si c'était la seule chose solide dans sa vie. Puis son téléphone vibra. Oh, Binet. Toujours éveillée. Elle marqua une pause. Oui. Un moment s'est écoulé. Sortez. Elle se redressa aussitôt. Son cœur battait fort. Elle enfila une écharpe et se glissa dehors. Il était là, adossé à sa voiture, vêtu d'un t-shirt noir et d'un jogging. Pas le genre de garçon riche. Juste lui. Simple. Réel. Oh, Binet, qu'est-ce que tu fais là? Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder. Tu as l'air fatigué, dit-il. Je suis là. Viens. Elle se glissa dans la voiture sans un mot. Ils ne conduisirent pas bien loin, juste jusqu'à une rue calme près de Freedom Park. Il se gara, coupa le moteur et se tourna vers elle. Tu as été silencieuse, dit-il. Toi aussi. Il hocha la tête. Je ne voulais pas te distraire. Elle rit, fatiguée et un peu amère. Eh bien, la distraction me semble un luxe maintenant. Il haussa un sourcil. Parle-moi. Elle soupira. Mon propriétaire m'a donné jusqu'à dimanche. Si je ne paie pas, je suis viré. Oh, Binet n'a pas bronché. Combien? Non. Non. Je n'essaie pas de réparer ça, dit-il. Dis-le-moi, c'est tout. 3,50 $. Il hocha la tête. Je peux te l'envoyer ce soir. Elle détourna le regard. Je savais que tu dirais ça. Quel mal y a-t-il à se laisser aider? Parce que j'essaie de faire ça sans dépendre de personne, rétorqua-t-elle, avant de s'adoucir. Surtout toi. Il ne s'est pas offusqué. Il l'a juste observé. Et si ce n'était pas une question de dépendance? A-t-il dit. Et si c'était une question de partenariat? Elle le regarda, perplexe. Il fouilla dans la boîte à gants et en sortit une fine enveloppe.
Ce n'est pas de la charité, dit-il. C'est une proposition. Elle prit l'enveloppe et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un document simple et clair. Un petit accord lui proposant d'investir une certaine somme dans sa marque en échange d'un petit pourcentage, tout en conservant le contrôle créatif total. Ses yeux s'écarquillèrent. Sérieux? Complètement. Et si tu dis non, je ne te le demanderai plus. Adorora se mordit la lèvre. Elle relut le journal. Ce n'était pas de l'exploitation. C'était juste, plus que juste. Trop juste. Tu pourrais trouver quelqu'un de plus expérimenté. Je n'investis pas dans l'expérience, dit-il. J'investis dans le feu. Elle rit doucement en secouant la tête. Tu es vraiment folle. Il sourit. Probablement. Elle tenait le papier dans sa main, le cœur battant. J'y réfléchirai. Bien, dit-il. Et pour ce que ça vaut, je crois en toi. Ils restèrent assis en silence un moment. Elle s'adossa à son siège et ferma les yeux. Elle se laissa respirer. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle était assise sur son lit, le document sur les genoux et le collier sur la poitrine. En réfléchissant, le matin, elle l'avait signé. Mais elle ne l'avait pas encore envoyé. Elle s'est présentée la première à la porte de son propriétaire et lui a tendu une enveloppe marron contenant la moitié du loyer. L'homme a froncé les sourcils. Ce n'est que la moitié. La suite arrive dimanche, dit-elle. Ne t'inquiète pas. Puis elle se rendit au studio. J'ai ouvert la porte. J'ai sorti une nouvelle feuille et j'ai rédigé une nouvelle liste. Point 1. Payer le loyer. Article 2. Collection complète. Article 3. Lancement de la première exposition. Article 4. Prouver ma place ici. Elle n'avait pas besoin de secours. Elle avait besoin d'une piste d'atterrissage. Et Obina le lui avait donné. Mais le vol ce serait le sien seul. L'exposition était prévue dans exactement 8 jours. Adora se tenait au centre de l'atelier, pieds nus, bras croisés, entourée de tissus, de croquis épars et de 3 robes inachevées qui lui semblaient lui souffler dans le cou. L'air de la pièce était lourd d'un mélange d'amidon, de vapeur et de panique silencieuse. Les mannequins arboraient des rêves inachevés. Des bobines de fil roulaient sur le sol comme des bambins impatients. Ses doigts étaient couverts d'ampoules. Son dos lui faisait mal. Mais quelque chose en elle, quelque chose de féroce, refusait de se reposer. Elle n'avait pas revu Obina depuis la nuit où elle avait remis cette enveloppe marron à son propriétaire. Elle avait signé la proposition. Je l'ai envoyé. Il n'a pas répondu par un long message ni un appel théâtral. Juste un simple merci pour votre confiance. Puis le silence revint. L'espace. Et bizarrement, cela lui fit davantage confiance. Chaque jour qui suivit fut un véritable exercice d'équilibriste. Elle construisait sa première vraie collection. Ni pour un client, ni pour un mariage. Pour elle-même. Pour la marque qu'elle portait dans son cœur depuis des années, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage ni les moyens de donner naissance. Ada, par choix. Le nom brillait désormais doucement sur une banderole qu'elle avait imprimée avec de l'argent emprunté. Un logo que son ami en coca avait créé gratuitement après 3 jours de dispute et 3 assiettes d'Uruguayan en guise de paiement. Chica devint son assistante à temps partiel, repassant, enfilant des aiguilles, faisant les courses, s'occupant des personnes qui venaient avec des promesses de visibilité gratuite. Jeudi soir, le courant fut coupé à 3 reprises, le générateur de secours rendit son dernier souffle et une des blouses se déchira alors qu'elle se précipitait pour la rattraper. Elle s'assit sur le sol froid et pleura. Pas de manière douce et poétique. Le genre bruyant et laid. Celui qui avait le goût d'années passées à retenir son souffle. Elle n'entendit pas frapper. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir non plus. Elle ne le remarqua que lorsqu'une paire de baskets s'arrêta à ses pieds et qu'un sac en papier tomba à côté d'elle. Du riz jollof. De la viande de chèvre. Du malt froid. Elle leva les yeux, le mascara maculé, les yeux rouges. Oh, Bina. Il n'a rien dit. Il s'est juste assis à côté d'elle, le dos contre le mur, la tête penchée vers le plafond. « Tu es toujours là quand ça va mal », murmura-t-elle. Il esquissa un petit sourire. « Je suis là quand ça compte. » Adorora s'essuya le visage et soupira. « J'ai peur. » « Bien. »
Elle lui jeta un coup d'œil. La peur signifie que c'est réel maintenant, dit-il. Tu as pénétré un territoire qui compte pour toi. C'est le seul moment où la peur se manifeste. Je ne sais pas si j'y arriverai. Toi, si. Je pourrais échouer. Et puis tu t'élèveras. Elle secoua la tête en riant sèchement. Tu es trop calme. Je ne suis pas calme, répondit-il. Je sais juste ce que je vois quand je te regarde. Elle détourna le regard, le cœur battant. Ils étaient assis en silence, épaule contre épaule, entourés de fils, de fermetures éclairs cassées, de poussière de tissu et de choses non dites. Il n'essaya pas de l'embrasser. Il ne lui toucha même pas la main. Il resta simplement là. À minuit, elle avait réparé la déchirure de sa robe. Le lendemain, Chika est arrivée avec un fer à repasser emprunté. Son voisin lui a prêté un ventilateur portable rechargeable. Un membre de l'église qui avait vu ses créations il y a des années est arrivé avec son matériel photo et a dit « Si tu as le courage d'essayer, j'ai le courage de photographier. » Les pièces étaient désordonnées. Certaines coutures n'étaient pas parfaites. Mais chaque robe racontait une histoire. Son histoire. Point par point. Douleur par douleur. Rêve après rêve tenace. Le samedi est arrivé comme une vague. Le lieu n'était pas une salle luxueuse. C'était un entrepôt vidé à sabots. Au plafond, poutres apparentes, sol en ciment rapiécé. Mais ils ont réussi à le rendre fonctionnel. Rideaux blancs. Ampoule jaune pâle suspendue aux poutres. Chaise pliante. Une piste balisée. Ça ne ressemblait en rien aux émissions de télévision. On aurait dit la gosse. On aurait dit elle. Les invités commencèrent à arriver. Au début, une petite foule. Et puis plus encore. Amis. Famille. Des inconnus. Quelques blogueurs. Une rédactrice mode d'une page lifestyle. Même son ancien professeur de Yabatek, qui lui avait dit un jour qu'elle avait un instinct brut. Et puis, Obina est entré. Pas bruyant. Pas habillé pour voler la vedette. Juste une chemise sombre, un jean et des baskets propres. Mais sa présence enveloppait l'espace comme un battement de tambour discret. Il n'était pas venu seul. À ses côtés se trouvait un homme plus âgé. Impeccablement habillé. Royal. Regard intense. Les gens murmuraient. C'est le chef Ekenikena, le milliardaire magnate du pétrole. Est-ce son fils? Pourquoi est-il à un défilé de mode? Le cœur d'Adéora fit un bond. Obina capta son regard. Il hocha légèrement la tête. L'instant dura. Parce qu'elle a compris qu'il n'avait pas amené son père pour frimer. Il l'avait amené pour lui montrer. Pour qu'elle soit vue. Les lumières se sont tamisées. La musique a commencé. Un à un, les mannequins ont défilé sur le podium. Chaque pièce était vivante. Une robe scintillait de perles tissées et d'encre, en forme d'aile d'oiseau. Une autre flottait en vagues d'un vert profond, nouée par des cordes telles des lianes. Il y en avait un entièrement fait de vestes en jean recyclé, avec des broderies poétiques sur les manches. Au début, les gens n'ont pas applaudi. Ils ont regardé. Ils se penchèrent. Au cours de la 4e tenue, Adéora s'avança sur le côté de la scène, respirant comme si elle était sous l'eau. Sa poitrine se serra d'espoir. Et puis, comme si quelqu'un avait craqué une allumette, la salle a basculé. Les gens ont commencé à applaudir. Quelques-uns se sont levés. Les téléphones ont été décrochés. Les sourires se sont multipliés. Lors de la dernière marche, lorsque tous les mannequins sont sortis en chœur, toute la salle était debout. Adéora resta figée. Non pas par fierté, mais par incrédulité. Chika l'a serré si fort dans ses bras qu'elle a failli tomber. « Tu as réussi, ma puce. Tu as réussi. » Elle s'avança lentement sous les applaudissements de la foule. Quelqu'un lui tendit des fleurs. Une femme qu'elle ne connaissait pas lui dit « Votre travail parle. » Puis le chef Iquin s'approcha d'elle. Elle resta immobile, incertaine. Les paumes humides, il tendit la main. « Tu as un don rare, » dit-il. « Mon fils dit que vous avez construit cela à partir du sol. »« Oui, monsieur, » répondit-elle doucement. « Vous avez bâti un empire à partir de rien. Il faut plus que du talent. Il faut du courage. » Les yeux d'Adéora s'embuèrent.
Elle s'inclina légèrement. Obina s'approcha d'elle. Elle ne fait que commencer, dit-il. Le chef sourit. Bien. Le monde a besoin de plus de starters. Ce soir-là, après le départ de tous, Adéora se tenait seule sur la piste vide, talon à la main, lumière tamisée. Obina s'avança vers elle. Elle se retourna lentement. « Tu as vraiment amené ton père. Je lui ai dit que s'il soutenait ma vision, il devait comprendre où je mettais ma foi. » Elle cligna des yeux. « Ta vision. Tu penses que j'investissais seulement dans la mode. » Elle plissa les yeux. « Je construis un réseau, » a-t-il déclaré. Des créatifs du secteur technologique. Des gens négligés. Tu es le premier lien. Elle resta silencieuse. Il s'approcha. Mais Ada, soyons clairs. Tu n'es pas mon projet. Sa voix tremblait. Alors, que suis-je? Tu es le feu qui m'a réveillé. Il lui prit doucement la main. Et tu ne me dois rien, si ce n'est de ne plus jamais éteindre ce feu. Adéora ne pleurait pas. Elle respirait simplement. Profondément. Pour la première fois depuis des années, cela lui semblait suffisant. La ville dehors était toujours bruyante, rapide, imprévisible. Mais pour la première fois, elle ne la fuyait pas. Elle se tenait debout dedans. Ferme. Grande. Prête. Et à côté d'elle, il n'y avait ni chauffeur de taxi, ni milliardaire. Juste un homme qui l'a vue. Qui l'a choisi. Pas pour changer son histoire. Mais pour lui rappeler que c'était toujours à elle d'écrire. L'exposition a tout changé, mais pas comme Adéora l'avait prévu. Il n'y a pas eu de coup de fil de conte de fées de Paris, ni d'article de mode soudain le lendemain. Lagos ne lui a pas offert un défilé. La vie n'a pas ralenti, juste parce qu'elle avait accompli quelque chose d'incroyable. Au contraire, le lundi matin est arrivé avec une lessive à faire, des factures à régler, des chutes de tissu partout et un message de son propriétaire lui demandant la deuxième moitié comme sur des roulettes. Ses doigts portaient encore de minuscules piqûres d'aiguilles. Ses yeux étaient secs après avoir retouché des photos toute la nuit. Mais son cœur semblait porter un petit lever de soleil. Parce que pour la première fois de sa vie, elle avait fait quelque chose pour elle-même et l'avait menée à bien. Le buzz autour de l'exposition s'est propagé petit à petit, d'abord parmi les visiteurs, puis par quelques statuts WhatsApp, et enfin, quelqu'un a publié un extrait sur Twitter. Ce message a fait des émules. Commentaires. Partages. Quelqu'un a tagué une blogueuse mode en Afrique du Sud. Quelqu'un d'autre a mentionné un acheteur au Royaume-Uni. Adéora n'avait même pas encore de compte professionnel. Chika a crié lorsqu'ils ont dépassé les 10 000 vues. Bébé, tu es au paradis des algorithmes. Adéora rit et la serra contre elle. Laisse-les venir. Je suis prête maintenant. Mais elle n'était pas prête à ce qui allait suivre. Ce vendredi-là, une voiture noire s'est arrêtée devant son atelier. Pas des Aubinais. Un modèle différent. Élégant. Un léger bourdonnement. Un conducteur sortit et ouvrit la portière arrière. Une femme d'une 50aine d'années en sortit, lunettes de soleil, jalousie rouge et une aura qui paralysait le vent. « Adéora, je suppose, » dit-elle. « Oui, maman. Je suis Lady Ngozi Ikena, » dit-elle. Adéora se figea. La mère d'Aubiné. Elle ne pouvait même pas répondre. Sa bouche s'assécha. Dame Ngozi entra sans demander son avis. Elle regarda autour d'elle. J'ai vu les robes à moitié finies, le sol scotché, le petit écrin de photos de l'exposition et les croquis frais épinglés au mur. C'est donc là que l'argent de mon fils est passé. Adéora cligna des yeux. Je m'attendais à quelque chose de plus raffiné, ajouta la femme. Mais je suppose que les débuts difficiles ont leur propre histoire. Adéora a trouvé sa voie. Maman, je n'ai pas pris un centime à Aubiné sans lui donner une part de mon travail. Lady Ngozi la regarda, un long silence. Puis elle retira ses lunettes. Mon fils n'investit pas à la légère, surtout pas dans les gens. Je ne le lui ai pas demandé, répondit Adéora en se redressant. Il l'a choisi. Et maintenant, tu as choisi de faire partie de son monde. Adéora dégluttit. Non, maman, j'ai choisi de faire partie du mien, il marche simplement à mes côtés. Cela fit taire la femme un instant. Elle jeta un coup d'œil à un présentoir à proximité. Elle toucha l'une des vestes.
Elle passa ses doigts le long du bord d'un col. J'ai porté quelque chose comme ça en 1983, murmura-t-elle. Adéora pencha la tête. Tu estellement. Maman. Je le faisais, avant le pétrole, avant les écoles privées et les gardes du corps. Elle sourit faiblement. J'ai perdu la machine à coudre de ma mère dans l'inondation de 1991, et je n'ai plus jamais touché à du fil. Adéora l'a vue, non pas comme une matriarche, ni comme l'épouse d'un milliardaire, juste comme une femme qui créait, qui rêvait. Je pourrais refaire ce modèle, a proposé Adéora, si tu m'en parles. Dame Ngozi la fixa du regard. Puis, à la grande surprise d'Adéora, elle hocha la tête. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Elle partit sans un mot. La pièce resta silencieuse un long moment. Chika entra quelques instants plus tard, 2 tourtes à la viande à la main. Je l'ai vue partir. Cette femme semblait posséder le soleil. C'est probablement le cas, murmura Adéora en s'asseyant lentement. Mais son téléphone vibra à nouveau. Obina. Désolé pour la surprise. Elle a insisté. Elle a souri. Elle ne m'a pas brisé, je n'aurais jamais cru qu'elle le ferait. Un dîner ce soir? Un petit quelque chose. Juste nous. Elle hésita. Tant de choses avaient changé si vite. Et pourtant, une chose restait constante. Obina n'insistait jamais. Il attendait. Elle est arrivée. Laisse-la tranquille. Oui. Je viendrai. Ce soir-là, le dîner n'eut pas lieu dans un restaurant chic ni dans un salon en attique. Il se déroula sur un toit à Sorjulia. Des bougies. 2 chaises pliantes. Des plats à emporter de son restaurant préféré, Amala. Une enceinte Bluetooth diffusait Asa en fond sonore. Il portait la même chemise noire. Elle portait une simple robe blanche de sa propre collection. Ils mangèrent lentement. Ils parlèrent tranquillement. Il lui parla d'un incubateur technologique qu'il souhaitait créer à Yaba et de son désir de soutenir les entrepreneurs créatifs qui ne parvenaient pas à attirer l'attention des banques ou des investisseurs en capital risque. Elle lui a parlé de son désir de former à nouveau les jeunes filles à la couture, en particulier celles qui avaient abandonné l'école prématurément. On pourrait le faire ensemble, a-t-il dit. Ou côte à côte, a-t-elle répondu. Chacun fait ce qu'il fait de mieux. Il rit. C'est juste. Puis son expression changea. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Elle se tourna vers lui, la nuit de Lagos derrière eux scintillant de phares et de rêves brisés. Je ne t'aide pas seulement à monter une entreprise, dit-il doucement. J'apprends à être plus que ce que l'on m'a demandé d'être. Adorora l'observait. Toute ma vie, continua-t-il, tout m'a été donné. Mais quand j'ai commencé à conduire ce taxi, c'est la première fois que j'ai compris ce qu'était la lutte. La braille fame. Une vraie arnaque. Et toi? Il lui prit la main. Tu ne m'as pas traité comme un projet. Tu m'as traité comme un homme. Tu m'as vu. Sa gorge se serra. Je ne voulais pas tomber amoureuse de toi, admit-elle. Moi non plus. Elles restèrent assises en silence, les mains jointes, la musique flottant dans l'air. Plus tard dans la soirée, juste au moment où il la déposait, il marqua une pause. Adorora, puis-je te demander quelque chose? Elle se tourna vers lui, le cœur battant. Ne dis pas oui parce que tu ressens de la pression, dit-il. Et ne dis pas non parce que tu as peur. Il fouilla dans sa poche. Pas de bague. Une petite épingle. Do-Ray. En forme d'aiguille à coudre. Je veux être ton premier investisseur, dit-il, ton premier client, ton plus grand fan, et peut-être, un jour, plus que ça. Mais ce soir, laisse-moi être ton partenaire. Elle regarda l'épingle. Puis, vers lui. L'homme qu'il avait un jour conduite à travers les embouteillages de Lagos. Qu'il avait aidé sans condition. Qui se tenait dans son ombre et la laissait prendre la lumière. Elle prit l'épingle. Et sourit. Obina, on s'occupera du reste. Le faire-part de mariage a commencé à circuler avant même qu'Adorora n'ait dit oui à quoi que ce soit d'officiel. Ce n'était pas encore un mariage, ni même des fiançailles. Mais des Kobina et Adorora furent aperçus lors d'une soirée professionnelle sur l'île Victoria, debout près d'eux, les doigts frôlants, souriant d'une manière qui laissait entendre que vous ignoriez quelque chose, les rumeurs fusèrent. Les blogueurs les surnommèrent le couple du feu silencieux.
Certains articles tentèrent de déformer l'histoire. Taylor séduit un milliardaire. Mais quiconque connaissait Adorora, quiconque l'avait vue travailler, savait qu'elle n'avait rien séduit. Elle avait simplement marché vers sa propre lumière, et quelqu'un de bien avait marché à ses côtés. Mais l'attention était source de pression. Et Adorora n'était pas faite pour les faux-semblants. Elle allait encore à son atelier à pied la moitié de la semaine, balayait toujours elle-même son sol, s'asseyait toujours par terre en tailleur pour dessiner de nouvelles pièces. Chika était désormais officiellement son assistante créatrice, et ils avaient 2 stagiaires, Amaka et Top, tous 2 âgés de 19 ans, tous 2 fraîchement sortis de tutoriels YouTube et d'une faim de loup. L'entreprise était en plein essor. Des gens passaient des commandes personnalisées depuis Abuja, Accra, et même quelqu'un à Berlin qui avait vu un clip sur Instagram. Mais Adorora n'avait pas oublié où tout avait commencé. Alors, un lundi, au lieu de répondre à ses emails, elle est partie faire un tour dans son ancien quartier de Muchen. Le petit atelier de couture où elle avait appris ses premiers points était toujours là. La même table en bois. La même odeur de sueur, d'amidon et de quelque chose de chaud qui bouillait d'une casserole voisine. Mama Rabir, son ancienne enseignante, était toujours en vie. Ses yeux étaient plus sombres. Ses poignets plus fins. Mais sa bouche était tout aussi acérée. « Tu te prends pour une créatrice, maintenant ?» dit la vieille femme, taquine. « Je suis juste venue te dire merci. » Mama Rabir lui fit signe de partir. « Tu es venu voir si je respirais encore. Et maintenant que tu vois que je respire, tu peux retourner à ta belle voiture et à ton riche petit ami. » Adorora rit et se pencha pour la serrer dans ses bras. « Je suis venu ouvrir quelque chose avec toi. » La vieille femme cligna des yeux. « Construisons un espace ici, » a dit Adorora. « Un espace pour les filles comme moi, qui n'ont pas d'argent, mais qui ont une vision. Tu enseigneras. Je financerai. On commencera avec 5 filles. Puis 10. » Pendant un instant, Mama Rabir la regarda simplement. Puis elle s'essuya le coin de l'œil. « J'ai cru que tu allais nous oublier. »« J'ai été élevée dans la rue, » répondit Adorora. « Je ne pourrai jamais oublier. » À la fin du mois, une chambre individuelle était louée de l'autre côté de la rue. Creme paint. 5 tables. 5 machines. 2 ventilateurs de plafond. Et une banderole sur laquelle on pouvait lire « Stitch to Rise ». Obina est venue à la cérémonie d'ouverture. Calme, comme toujours. J'aidais à porter les bancs. Je mangeais des houpettes avec les stagiaires. Dame Lengozi envoya un rouleau de velours et un mot manuscrit pour la prochaine Adorora. Mais même si les choses se développaient magnifiquement, quelque chose persistait dans la poitrine d'Adorora. Aucun doute. Pas de peur. Une question. Qui était-elle en train de devenir? Elle n'était plus seulement la fille qui dessinait dans le noir. Elle était désormais une leader. Une voix. Les gens l'admiraient. Chaque jour lui semblait plus exigeant. Plus de décision, plus d'apparence, plus de contrôle. Elle avait besoin de respirer. Elle a donc disparu. Pas de façon spectaculaire. Elle a simplement éteint son téléphone pendant 3 jours, préparé un petit sac et s'est rendue à Badegri. Seule. Sans assistant. Pas de caméra. Juste la mer et le silence. Là, assise au bord du rivage, elle écrivait. Des pages et des pages. Pas seulement des projets, mais des pensées, des souvenirs, des regrets, des espoirs. Elle a écrit sur son père, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Des mains calmes et de la foi inébranlable de sa mère. De son chagrin d'adolescente. De la première fois où elle a vu un tissu et a su qu'il était destiné à quelque chose de plus grand. Elle revint avec du sable dans ses pantoufles et le cœur clair. Et le soir de son retour, Obina l'attendait devant son atelier, assise sur les marches, tenant un petit récipient de riz à la noix de coco. « Je me doutais que tu reviendrais affamée, » dit-il. Elle rit, s'assit à côté de lui et posa sa tête sur son épaule. « J'ai encore peur, » admit-elle. « De quoi? De ce qui arrivera quand tout fonctionnera. » Obina resta silencieuse un instant. Puis elle dit, « Quand ça marche, on continue à construire. » Adorora se redressa et le regarda. « Et qu'est-ce qu'on construit ?» demanda-t-elle.
Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite pochette en tissu. Pas de boîte. Pas de ruban de velours. Juste du tissu. À l'intérieur se trouvait une bague en or. Fin. Délicat. Sans diamant. Juste un motif de fil sculpté autour de l'anneau. Ce ne sont pas des fiançailles, dit-il. Pas encore. Elle retint son souffle. C'est une promesse, continua-t-il. Où que nous allions, que ce soit bruyant, sauvage, je serai là. Coudre à vos côtés. Réparer les ourlets. Tenir les épingles. Et quand tu seras prête, vraiment prête, nous déciderons du reste. Adorora fixa la bague. Simple. Réelle. Comme tout ce qu'elle avait toujours voulu. Elle l'a enfilé. Cela lui allait parfaitement. Les semaines ont passé, puis les mois. Le pôle technologique d'Obina a été inauguré à Yaba. La deuxième ligne d'Adorora a été lancée et épuisée en 2 jours. Elle a été invitée à la Fashion Week du Ghana. Chika a reçu une offre d'études en Italie. Amaka a décroché une bourse pour un stage de couture à Nairobi. Un matin, alors que la ville s'étendait, klaxonnait et bougeait comme toujours, Adorora se tenait au balcon de son nouveau showroom, un espace ensoleillé au-dessus d'un café de Lekki. Elle portait un long cafetan, pieds nus, un café à la main. En contrebas, Lagos bougeait. Les gens criaient. Des portes claquaient. Des enfants couraient après des balles en nylon. Et, debout près d'un SUV noir, en jean et t-shirt délavé, se tenait Obina. Appuyé contre la voiture comme s'il n'avait nulle part où aller. Il leva les yeux, la vit et sourit. Le même sourire. Le même homme. Toujours à elle. Et juste avant de descendre pour le retrouver, Adorora se dit une chose, à voix haute, comme un vœu. Peu importe ce que le monde me réserve, je n'oublierai jamais mes débuts, ni celui qui m'a vu avant moi. Puis elle descendit l'escalier, pénétrant dans un monde qui connaissait désormais son nom, dans un avenir qu'elle avait construit de toutes pièces, et dans les bras de l'homme qu'elle avait cru n'être qu'un chauffeur, mais qui s'est avéré être sa maison. Où que vous regardiez, merci d'avoir suivi le voyage d'Adorora et Obina. Dites-nous maintenant de quel pays vous regardez l'émission et quelle heure il est sur votre montre. Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous voulons voir jusqu'où cette histoire a circulé.